Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici James Langlois en remplacement de Simon Lessard, mais toujours bien entouré aujourd'hui par deux chroniqueurs du magazine Le Verbe, Laurence Godin-Tremblay. Salut James. Bonjour, et Antoine Malenfant. Salut James. Salut, et on sait qu'il y a un invité spécial aujourd'hui, Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est coordonnateur du réseau citoyen Vivre dans la dignité. Allô James. Bienvenue Jasmin, ça fait plaisir de te voir. Plaisir partagé. Puis on va en apprendre un peu plus tantôt sur ce qu'est Vivre dans la dignité. Durant la prochaine demi-heure, on parlera d'un touchant documentaire qui pose une question forte à notre société sur la place de la trisomie. Ce sera en toute fin d'émission avec Laurence. Nous reviendrons sur le débat entourant la gestion du patrimoine religieux au Québec. Que faire de ces églises qui tombent en ruine? Mais tout d'abord, on fait le point sur la situation de l'aide médicale à mourir au Canada avec Jasmin Lemieux-Lefebvre. Jasmin Lemieux-Lefebvre, le 17 mars prochain, le Canada deviendra peut-être le 5e pays dans le monde à autoriser l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux incurables. Plus tôt cette semaine, la presse, quant à elle, publiait un dossier qui nous apprenait l'existence de traitements qui ont nouvellement délivré des centaines de Québécois d'idées suicidaires. Avant de plonger directement dans le sujet, Jasmin, là, toi qui demeures maintenant à Varsovie depuis quelques années en Pologne, quel regard tu portes sur ces enjeux-là un peu à distance? Ben oui, parce que au début, je vous avoue, quand j'ai accepté le poste de coordonnateur de Vivre dans la dignité, qui est un organisme vraiment québécois, de le faire à distance, je me disais, est-ce que c'est le bon rôle pour moi? Mais avec la pandémie qui est arrivée, la COVID, d'être délocalisé, d'être un nomade numérique, qui me déplace quand même en moyenne 2 mois par année au Québec. Comme en ce moment. Comme en ce moment. Je pensais que c'était un hologramme. C'est ça, non. C'est lui pour vrai? Nomade numérique, c'est ça que ça veut dire. Wow. C'est ça. Ça me donne une perspective aussi, l'éloignement, les 6 heures de décalage qui me permet de lire les journaux très tôt le matin, de pouvoir réagir. Toujours en avance. Hein? Ben, j'essaie. C'était prévu, à vous. Non, mais de voir ce qui se fait en Europe Ben aussi. oui. Mais à travers le monde, c'est ça. parce que Vivre dans la dignité, c'est un organisme parmi tant d'autres qui essaye de, bien sûr, promouvoir les soins palliatifs, mais de questionner l'aide médicale à mourir, euthanasie qu'on appelle un peu partout à travers la planète, avec des alliés vraiment d'un peu partout. C'est sûr que nos liens sont surtout avec les francophones, les anglophones. Et je vous avoue que le Canada, présentement, c'est pas la leçon à suivre. Puis beaucoup de pays qui réfléchissent à l'euthanasie se tournent vers le Canada et disent « Non, mais pas ça, pas ça ». Puis là, donc, par rapport à ce qui se propose là, dans les prochains mois au Canada, c'est quoi un peu les pistes d'action que vous entrevoyez pour les prochaines semaines, prochains mois? Oui, parce qu'on a bien hâte de voir, il y a un rapport d'un comité mixte fédéral qui va sortir d'un moment à l'autre. Peut-être qu'au moment où vous allez regarder ou écouter ce balado, le rapport va être sorti. Mais c'est dans les prochaines semaines que le gouvernement libéral va devoir décider est-ce qu'il repousse encore une fois donc cette date limite que tu mentionnais, celle du 17 mars, la repousser d'1 an, 2 ans de façon indéfinie pour ne pas permettre l'aide médicale à mourir aux personnes qui ont un trouble mental grave. Et moi, présentement, je vous avoue que je suis confiant. Il y a plusieurs voix qui s'expriment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est sain, c'est des voix de droite et de gauche. Au niveau politique, au fédéral, c'est tant les conservateurs que le NPD qui sont opposés. Ils l'ont fait lors d'un vote à l'automne et dans les prises de position présentement. Et c'est rare des enjeux comme ça qui rallient des deux côtés de l'échiquier politique. Et plusieurs spécialistes qui ont couvert la question. Cette semaine, il y avait Benoît Pelletier qui est un éminent expert en droit constitutionnel au Canada qui faisait partie du comité qui avait conseillé le Canada suite au jugement de Carter, qui a été vraiment très, très important sur le choix d'aller de l'avant vers ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir ici. Lui, il se questionne vraiment là, sur quelles sont les limites à franchir. Et ce qu'on essaie de faire à Vivre dans la dignité maintenant, c'est de voir comment on peut passer de cette liberté de parole publique dans une liberté de parole auprès de nos proches.
Là, tu parlais justement du fédéral qui risque peut-être de repousser la date. Là, puis je pense qu'il y a un enjeu aussi avec notre belle province qui, étonnamment, qui était en quelque sorte un prédécesseur là, dans l'avènement de l'aide médicale à mourir ici, mais là, qui, avec les enjeux de santé mentale, est moins à l'aise. Là. Oui, depuis cette fameuse grande commission qui avait été faite, une commission spéciale, où le choix avait été fait de ne pas ouvrir la porte à l'aide médicale à mourir pour troubles mentaux. C'est toujours le cas. Le cabinet de la ministre Sonia Bélanger rappelait que la porte est toujours fermée. Et pour une fois que le Québec peut servir d'exemple au reste du pays sur une telle question, moi j'espère que le Québec va tenir le fort au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent, James, sur le fait qu'à Vivre dans la dignité, présentement, on essaie de réfléchir sur les façons d'aider les gens à prendre la parole auprès d'un proche qui considère l'aide médicale à mourir. Comme une trousse ou quelque Oui, chose? des outils. Ouais. C'est le gros projet sur lequel je travaille présentement, parce que lorsqu'on ne prend pas la parole, on sent, puis on le voit là, dans des témoignages que l'on reçoit, que ça ne rend service à personne, tant pour la personne qui considère l'aide médicale à mourir que pour tout l'entourage. Vaut mieux parler. Ça facilite le deuil par la suite ensuite. Donc, moi, je crois, et c'est simple, là, le faire avec amour et respect, mais avec quelques idées. Et si vous avez des témoignages, si vous avez vécu un accompagnement, si vous avez osé prendre la parole aussi, vous ne l'avez pas fait, vous avez vu les conséquences. N'hésitez pas à communiquer avec nous à Vivre dans la dignité. Le site web, c'est vivedignité.org et on peut le faire de façon anonyme. Et votre histoire, votre récit peut rendre service à d'autres personnes qui vont le vivre parce qu'on sait, le Québec, c'est pas terminé. L'histoire de l'aide médicale à mourir, il y en a d'année en année, ça s'en va de façon croissante, de manière fulgurante. Alors, votre témoignage est le bienvenu. As-tu un exemple, juste en terminant, là, de choses qui peuvent être dites à un proche Bien, c'est sûr de le faire toujours en amont, mais d'oser le faire au moment où vous vous sentez prêt, de manière orale, mais ce que je suggère beaucoup, c'est de le faire à l'écrit, les manuscrites. Parce que des fois, on n'ose pas prendre la parole, et puis qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on ne sait pas comment ça va sortir. C'est ça. Alors, en prenant le temps, pas par un courriel, SMS, vraiment, ça se perd. Avec un papier et un crayon. Un papier et un crayon, et puis d'ouvrir la porte et de vraiment sentir que j'ose te partager ça parce que je t'aime. Parce que c'est comme pour les problèmes physiques, les problèmes de santé mentale, c'est que la personne se sent de trop, veut pas être un fardeau. Ça doit être à peu près les mêmes arguments ou les mêmes idées qui sont mises de l'avant, non? Oui, c'est souvent le fait. Alors bien sûr, l'aide médicale à mourir a été proposée pour répondre à des souffrances physiques et psychiques, mais on le voit bien, là, au-delà de la souffrance, il y a un sens à la vie et de se savoir aimer, de se savoir entourer, que l'on sera avec la personne jusqu'au bout, ça peut jouer beaucoup dans la balance. En tout cas, on va suivre ça de très près dans les prochains mois, qu'est-ce qui va devenir pour le Canada. Puis j'imagine que sur votre site web, vivredignité.org, on pourra avoir toutes les fraîches nouvelles, là, vu que tu te lèves plus tôt que tout le monde. Très bien, puis je serai de retour au Québec prochainement aussi. Jasmin Lemieux-Lefebvre, coordonnateur pour le réseau citoyen Vivre dans la dignité. Merci. Merci. La semaine dernière, un collectif d'auteurs, d'urbanistes et d'architectes intitulé Porte ouverte a fait paraître une lettre aussi ouverte dans plusieurs médias, dont Le Devoir et Présence Info, pour en appeler à la préservation du patrimoine religieux. Cette lettre a fait pas mal jaser. Antoine Malenfant, peux-tu nous dire d'abord pourquoi elle a suscité autant de réactions? C'est vraiment intéressant ce qui se passe autour du patrimoine religieux ces derniers jours parce que il y a eu cette lettre-là, c'est un véritable appel à une discussion nationale sur l'enjeu que sont les joyaux architecturaux de nos églises au Québec. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que cet appel-là à une discussion a eu des échos. Il y a eu des échos, entre autres, je pense à une réaction de l'Assemblée des évêques du Québec, qui était déjà prévue, semble-t-il, pour d'autres choses, mais ils en ont profité pour rebondir là-dessus, pour engager cette discussion-là. Rapide, hein? Oui, dans les heures qui ont suivi, là, en dedans de 24 heures, on avait déjà la réponse des évêques, ce qui est comme
quand même Peut-être encourageant. que c'était déjà pris, ils s'attendaient à ce que ça sorte. Ben non, il y avait, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bref, ils ont été très réactifs et c'était franchement le ton, de part et d'autre, hein, le ton était assez cordial, assez serein et on voyait que tout le monde a intérêt là-dedans à ce que la discussion se fasse, à ce qu'on soulève toutes les pierres, on regarde vraiment l'enjeu d'une manière globale parce que c'est très complexe. C'est ça, mais qu'est-ce qu'il disait en gros? Là, Bon, alors le constat de base, c'est que le parc ecclésial là, est en piteux état. Il y a plusieurs églises qui sont pas à l'abandon, mais presque. Là, l'état là, de la maçonnerie, par exemple, ou le plâtre. Ou, en tout cas, il y a toutes sortes. Les clochers sont sur le point de s'effondrer. On a vu plusieurs exemples de ça dans les dernières années. Oui, c'est ça, que ça soit dans les milieux urbains et les milieux ruraux, c'est très difficile à entretenir une église. Hein, c'est des systèmes complexes. La mécanique de ces bâtiments-là aussi est assez complexe. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est pas comme un hôpital ou une maison. Ça prend une expertise vraiment spéciale pour ça. Alors, le collectif fait une espèce de vibrant appel là, à ce qu'on se penche là-dessus collectivement. Il apporte des pistes de solutions, comme par exemple une espèce de collectivisation de ces bâtiments-là, c'est-à-dire que les fabriques ou les diocèses pourraient les céder aux collectivités. C'est un peu étrange parce que ça se fait déjà un peu, c'est-à-dire qu'il y a des églises dans des villages ou même en ville qui sont vendues pour $1 à un organisme communautaire ou même à la municipalité. Et ce que peut-être la lettre fait pas très bien, là, c'est une espèce d'état des lieux où on pourrait évaluer que oui, de fait, il y a des cas de figure où ça se passe relativement bien. Cette passation-là des bâtiments. Et il y en a d'autres où c'est plus malheureux, on le voit bien. Bon, alors moi, ça m'intéresse parce que oui, il y a eu plusieurs réactions. C'est pas... dont une qui m'a un peu tapé dans l'œil, là, c'est celle de Frédéric Barriot sur le site de Présence Info. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui. Vous en pensez quoi? Moi, ça m'étonne pas de Frédéric. Et qui est historien. Ouais. Exactement. Puis j'étais heureux de voir parce qu'il y avait quelques lacunes à la lettre, puis les évêques ne pouvaient pas exprimer, je dirais, avec la même... Ils devaient avoir plus de diplomatie. Puis Frédéric a pu bien expliciter que il y avait certaines accusations un peu fortes. Hein. Par exemple, dans la lettre du collectif qui s'appelle Porte ouverte, on laissait entendre de manière assez claire que les fabriques et les diocèses sont dépassés, voire incompétents dans la gestion de ces bâtiments-là. Je pense qu'on a tous des exemples en tête ici, là, que parfois, en effet, okay? C'est vrai que les paroisses les fabriquent. Mais il y avait une espèce de généralisation comme quoi les fabriques et les diocèses sont de facto là, dépassés et saisissent mal les enjeux. Je pense que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. On connaît des gens dans des paroisses, dans des diocèses qui connaissent et qui maîtrisent très bien ces dossiers-là et qui les mènent de manière exemplaire. Frédéric soulevait un peu le ton paternaliste. Tout à fait, et à juste titre. Alors, je pense que c'était très heureux comme réaction, très serein encore une fois. Et c'est une fausse bonne idée aussi, peut-être ce qui était laissé entendre là, dans la lettre de Porte ouverte, c'est une fausse bonne idée de vouloir transformer des églises, par exemple, en logement. Hein? On a une crise du logement au Québec. Ça, c'est pas si simple que ça. C'est pas des bâtiments qui sont faits pour ça. Oui, peut-être que les terrains peuvent servir à bâtir du logement éventuellement, mais les bâtisses elles-mêmes, c'est clairement... L'histoire le démontre. La plupart des cas où ça a été fait, ça a été très mal fait. Donc, les propositions soulevées par le collectif te semblent réalistes ou pas? Ben, il y en a que oui, il y en a que non. Moi, je pense aussi que c'est vrai que la collectivité a contribué à bâtir ces bâtiments-là, que sont les églises. Mais il ne faut pas oublier ce que Frédéric soulignait à juste titre. Frédéric Barriot, dans Présence Info, je vous invite à aller lire son texte, là. Il dit que c'est pas l'ensemble de la collectivité qui a entretenu ces bâtiments-là dans les 50 dernières années. Ce sont les paroissiens, les croyants qui... ça coûte cher entretenir un bâtiment comme ça. Et pendant 50 ans, 60 ans, ce sont ces gens-là qui, de peine et de misère, il faut le dire, parce que la population de croyants diminue, ont réussi à maintenir ces bâtiments-là debout dans plusieurs cas et même à bien les entretenir dans certains cas.
Oui, puis la lettre semblait faire un lien entre, étant donné que ça revient un peu, les églises reviennent un peu de droit à la collectivité parce que c'est aussi la collectivité d'antan qui aurait financé ces églises-là, alors que là, Frédéric dit non, ben c'est pas tout à fait ça le cas. Oui, c'est ça. On peut pas juste a posteriori dire ben là, c'est nos ancêtres qui ont construit ça, donc ça revient à tout le monde. C'est un peu plus. Alors que c'est les communautés chrétiennes des dernières années qui ont financé, etc. C'est ça. Ça serait faire fi de tout ce pan-là de l'histoire qui est plus récent. Un dernier point, peut-être, James, là, qui est soulevé ni par un ni par l'autre là, de ces intervenants-là, et je pense qu'il faut souligner, c'est que oui, il faut investir massivement dans le Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui est sous-financé, là, 35 millions par année, on peut rien faire avec ça, mais avoir une vision une stratégie plus globale, plus profonde, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour trouver des maçons, des ébénistes, des ferblantiers aujourd'hui qui maîtrisent ces métiers traditionnels-là, qui sont essentiels à la survie de nos bâtiments patrimoniaux, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut revaloriser ces métiers-là. C'est ce qui se fait, par exemple, en France. On le voit, tout le chantier autour de Notre-Dame. C'est passionnant à regarder ces ouvriers-là travailler. Alors, au Québec, on est dû pour ce genre de chantier-là, de refonte, de révision en profondeur de notre rapport à ces métiers traditionnels-là. Et je pense que tout le monde va y gagner. Les églises, les communautés, tout le monde. On n'a pas fini d'en entendre parler parce que le collectif dit que s'il n'y a rien qui se passe dans les 10 prochaines années, là, il y a des dizaines d'églises qui vont disparaître. Alors, c'est un dossier qui ne commence pas. Chapeau au groupe citoyen, parce que même si la lettre n'est pas parfaite, puis on ne demande pas la perfection quand un groupe comme ça ose prendre la parole. De mots, exactement, etc. Mais c'était important qu'un groupe le fasse. Puis là, je pense que le dossier avance. Absolument. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, merci. Ça fait plaisir. Laurence Godin-Tremblay, le documentaire Lucas, une espèce en voie de disparition, a fait, lui, son apparition sur la plateforme Tout.tv en novembre dernier. Réalisé par Élie Laliberté, le père de Lucas, un enfant atteint du syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21, nous fait entrer dans la réalité de ces personnes et pose la question de leur place dans notre société. Pourquoi, Laurence, le titre du documentaire parle d'une espèce en voie d'extinction? De disparition. De disparition. En fait, c'est assez choquant, mais c'est la Société canadienne du syndrome de Down qui avait fait une demande là, à l'Organisme international pour la survie des espèces, là, d'ajouter la trisomie aux espèces en voie d'extinction. Comme une grenouille d'Amazonie. C'est ça, exact. Un oiseau des îles Mukmuk. Oui, okay. Comme un être naturel en voie de disparition. Puis, mais c'est vrai que c'est en voie de disparition, là, les gens atteints de trisomie, parce que c'est un peu ça que le documentaire montre, là, c'est que, bon, maintenant, il y a dépistage systématique là, de la trisomie. Puis, c'est à peu près 90-95 %. Le documentaire ne mentionne pas le chiffre au Québec. Il y a au Danemark que c'est 90 % notamment qui est mentionné, mais c'est à peu près ça, les chiffres. Des gens qui l'acceptent, le dépistage, ou qui vont la grossesse? Ouais, non, je voulais dire qui terminent la grossesse, qui avortent l'enfant si le résultat est positif pour la trisomie. Donc, ça fait en sorte qu'effectivement, il y a de moins en moins d'enfants trisomiques. Ça se constate, je pense, même quand on se promène, là, simplement dans la vie de tous les jours. Là. Moi, quand j'étais au primaire, il y en avait un enfant trisomique dans notre classe, là, avec lequel on interagissait, qui m'a beaucoup marqué. Mais il me semble que, c'est ça, il me semble là, qu'on n'en voit plus autant qu'avant. Puis c'est de ça dont parle le documentaire. Oui, puis donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger cette espèce humaine et puis pour favoriser leur protection, finalement? Bien là, c'est ça. La question que lance... Dans le fond, c'est ça. Le documentaire part du fait qu'Élie Laliberté, lui, a un fils qui est atteint de trisomie, Lucas, qui a maintenant 22 ans. Puis, quand il avait vu ce titre-là, tu sais, une espèce en voie de disparition, ça l'avait comme surpris. Puis, il regardait son fils, puis il s'est dit, est-ce que je pourrais imaginer un monde sans lui? La réponse est non. Et je pense qu'il témoigne bien dans le documentaire, comment son fils le rend heureux, comment son fils le rend fier, comment c'est une merveille dans sa vie, là. Et son fils lui-même est heureux. Là. Et son fils lui-même est heureux. Là. Ceux qui connaissent les gens en train de trisomie sont souvent... Moi, j'ai travaillé 3 étés là, avec des jeunes avec une déficience intellectuelle, puis je me souviens, j'arrivais le matin, puis il y en avait un qui avait de la trisomie, Alexandre, il venait me coller, puis il me disait
t'es belle, je t'aime. Tu sais, ils sont de bonne humeur, là, c'est en général. Là. Fait que lui, il mène une très belle vie, son père est très heureux. Puis sa question, c'est finalement, est-ce que c'est ce qu'on souhaite comme société, comme projet de société, parce que c'est ça en quelque sorte, est-ce que c'est ce qu'on souhaite de voir disparaître cette diversité-là? Si tu permets, Laurence, ce que le documentaire révèle de manière assez fine, c'est qu'on a face à nous ce que le philosophe Jürgen Habermas nommait du soft eugénisme. C'est-à-dire c'est de l'eugénisme, mais qui est peut-être, en tout cas, qui est beaucoup plus subtil que ce qu'on avait à l'époque nazie. Là. Il y a des images d'ailleurs de l'Allemagne. Ils font un parallèle. Je suis resté surpris. Ça va très loin. Sur la plateforme de Radio-Canada, c'est assez surprenant comme très audacieux. Alors, pourquoi soft? C'est que c'est pas une politique nationale d'élimination systématique, mais c'est que finalement, comme collectivement ou comme société, il y a comme une espèce d'idée induite là, que ces personnes-là sont malheureuses, leur entourage est souffrant, etc. Donc, on propose et le fardeau du poids là, de cette décision-là revient à l'individu. Alors, on a toute une business autour de ça, les tests de dépistage. On a tout aussi un appareil étatique qui a des avantages à avoir moins de poids là, de gens à traiter, là, on s'entend. Et tous ces intérêts-là sont mis ensemble et sont chargés sur les épaules des parents qui se retrouvent à prendre une décision qui, en tout cas, ce que l'auteur du documentaire dit, ne devrait pas avoir à prendre cette décision-là. C'est une décision dans laquelle les gens sont mal informés. C'est ça qui ressort beaucoup du documentaire. Parce que le documentaire ne se prend pas position contre ou pour l'avortement comme tel. Non, je ne cherche pas à moraliser. Il y a une intervenante, à un moment donné, elle dit « Je suis ni pro-choix, ni pro-vie ». Personnellement, avec des principes philosophiques, théologiques, là, je pense qu'il y aurait moyen de creuser la question de l'avortement plus sérieusement que ça, mais c'est simplement un constat qui part de l'expérience. C'est simplement de dire que, puis on le voit, là, moi, c'est ma 3e grossesse en ce moment, là, les infirmiers nous proposent le test de dépistage, puis systématiquement, c'est pris. Moi, quand je dis non, là, c'est un peu de stupeur. Un grand étonnement, puis êtes-vous sûre, madame? Ben oui, là, puis je les rassure en disant... J'ai travaillé 3 étés avec eux, je les connais, là. Je suis pas lunatique, je suis pas... Je sais, c'est pas si pire. C'est ça l'affaire, c'est ça que le documentaire veut nous montrer. C'est que finalement, la solution du père de Lucas, là, puis de d'autres intervenants, c'est... Ce dont les parents auraient besoin, c'est viens voir. Viens voir avec nous, là. Mettons que tu reçois un résultat positif. Viens passer juste une journée avec nous. Avant de prendre ta décision. Ça change tout. Puis moi, je travaillais avec c'est ça, des jeunes, là, quand j'étais dans les camps de vacances. Tous les moniteurs finissaient l'été en disant, il y en a qui me disaient, j'espère quasiment avoir un enfant trisomique. C'est à ce point-là. C'est étrange, là. L'avoir dans son groupe ou l'avoir comme un enfant, c'est ça, les filles. Mais je me souviens d'une fille qui me disait, je veux pas au sens où ça reste une difficulté, ça reste une déficience intellectuelle avec des complications parfois cardiaques ou des choses comme ça, mais elle disait, je les aime tellement, ils me donnent tellement de joie que je souhaite presque tomber enceinte d'un enfant trisomique plus tard. En tout cas, les futurs parents devraient voir le documentaire. C'est ça. Mais il n'y a rien comme l'expérience de passer du temps avec une famille, la journée de 24 heures. Et je pense que dans certains pays, c'est offert de pouvoir passer. Il y a des groupes qui offrent de passer du temps avec une famille. Viens chez nous. Parce que c'est ça, il y a les principes philosophiques, théologiques qu'on pourrait développer, mais l'expérience, dans bien des cas, ça change tout. Puis moi, c'est mon cas, là. Je me souviens, en 4e année, le jeune trisomique, j'avais de la facilité à l'école, on me dit, c'est toi qui vas s'occuper de lui à la récréation. Puis j'y allais de reculons, là, ça me tentait pas, je le trouvais bizarre. Ça a changé ma vie. Ça m'a tellement donné de joie enfant. Puis c'est resté, parce qu'au moment où je suis entrée au cégep puis je me cherchais un travail l'été, je me suis souvenue de lui, il s'appelait François. Puis je me suis dit, ah oui, lui, là, j'avais tellement de joie, j'avais tellement d'amour que je vais continuer ce travail-là. Puis c'est ça, c'est ça le but du documentaire. Côtoyez-les, puis après, vous allez avoir une vraie décision éclairée. Oui, puis c'est un cercle vicieux parce que moins on les connaît, plus on a envie de les sortir de la société, puis etc. Plus on les regarde de loin, plus on a peur, plus on pense que c'est horrible. Mais je veux dire, moi, j'étais horrible là, comme enfant aussi, au sens où je faisais pleurer ma mère, l'école voulait me renvoyer. Je veux dire, ça, il y a plein d'autres circonstances. Il y a des enfants anorexiques, il y a des enfants qui prennent trop de drogue. Je veux dire, c'est une difficulté comme une autre, en un sens. C'est ça aussi que le documentaire veut mettre
en lumière. C'est un mythe, l'enfant parfait, là, avec lequel tu n'auras jamais de problème. Alors, pour voir le documentaire, c'est sur tout.tv. C'est disponible gratuitement. C'est un documentaire qui dure à peu près 52 minutes. Là. Lucas, une espèce humaine en voie de disparition par Élie La Liberté. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci. Merci à vous. C'est le moment de vous partager nos coups de cœur culturels de la semaine. Jasmin, toi, tu as découvert une nouvelle activité au Carnaval de Québec, non? Écoutez, c'est le 70e anniversaire du Carnaval de Québec. Et puis, je vais aller glisser. C'est la Cité de Glisse cette fin de semaine. Donc, dans plusieurs côtes qui habituellement ont du trafic routier, ça va être fermé et on va pouvoir glisser. Et moi, je suis originaire de Cap-Rouge. Et la promenade des Sœurs à côté du Tracel va permettre de descendre en rafting. Wow. Alors, ceux qui écoutent, là, je suis avec un bonhomme carnaval que je m'apprête à donner à ma filleule, Katharina, qui habite à Toronto. Alors, moi, j'aime partager. Il y a 30 ans, je travaillais pour le Carnaval de Québec. Alors, je serai pour toujours dans l'esprit carnavalesque à ce moment-ci de l'année. Laurence, dimanche, le 27, c'est la fête de Saint-Thomas d'Aquin. Le 28. Alors, Thomas d'Aquin, là, si vous ne le connaissez pas, là, c'est toute une figure. Là, c'est un modèle pour tous les étudiants. Là. Il nous donne des bons trucs là, quand on a besoin d'avoir des bonnes notes, comme prier et pleurer devant le Saint-Sacrement. mais c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Là. On oublie, là, sa famille l'avait kidnappé pour pas qu'il devienne dominicain. Puis il s'est enfui par la fenêtre après avoir repoussé une prostituée qui voulait le tenter. Donc, c'est une histoire de fou. Et j'ai découvert un livre pour enfants qui raconte sa vie de Raïssa Maritain, disponible gratuitement sur Internet en PDF. Malheureusement, c'est plus édité. Là. Avis aux éditeurs. On mettra le lien sous les commentaires. Oui, c'est ça. Avis aux éditeurs. Rééditer ce livre. Alors, moi, je l'ai lu et je prépare une pièce de théâtre pour mes enfants et les enfants de mes amis. Je vais mettre en scène ce chef-d'œuvre de littérature et ce modèle de vie pour tous, pour les étudiants, pour les croyants, mais n'importe qui aime la vérité et l'aventure, hein, parce que... Merci Laurence, merci Jasmin. Rapidement, Antoine, c'est quoi qu'on a? On n'est pas du monde lundi prochain. Ben, ça fait bien le pont avec ce que Laurence vient de dire. On reçoit Yuna Rivard là, qui va nous parler de son parcours de conversion. Elle étudie en philosophie et elle a fait une rencontre marquante. On découvre aussi la figure de Raïssa et de Jacques Maritain durant cet épisode. Elle saute par une fenêtre à Restez à l'affût sur nos réseaux sociaux. Merci Antoine. On se laisse cette semaine avec l'artiste montréalais Elliot Maginot et sa nouvelle chanson intitulée Float On Now, le tout premier extrait de son 4e album I Need to Stay Here, apparaître le 22 mars prochain. Petit scoop, c'est lui qui fait notre couverture du magazine de mars. Pour écouter, commenter et partager cette émission, rendez-vous sur les pages Facebook et YouTube du Verbe Média. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/verbomoteur. Je remercie Marianne Martin et Marie La Liberté à la réalisation technique. C'était James Langlois à l'animation en remplacement de Simon Lessard. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Back in love with emotion. I wanna stare into the eyes of an ocean.